Il est 18h. Bonsoir, il est 18h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. Aïssatou Gueiba. À la une de l'actualité, procédure de levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. L'Assemblée nationale installée dans la division la commission ad hoc devant entendre le député Ousmane Sonko dans la procédure visant à lever son immunité parlementaire. Les députés de l'opposition et les non-alignés ont boycotté la plénière. L'Assemblée nationale sous haute surveillance policière. Plus de détails avec nous dans ce journal. Le compte-rendu de Abdoulaye Diop à suivre. Et puis, les premières doses de vaccins arrivent à l'AIBD, 200 000 doses de vaccins contre le Covid du groupe pharmaceutique chinois Sinopharm. Les personnes âgées, celles souffrant de comorbidités et le personnel soignant sont les cibles prioritaires. 2,2 milliards de francs CFA dégagés par le gouvernement du Sénégal pour l'acquisition de ces doses. Une urgence face à la progression de la pandémie, 9 décès et 295 nouvelles contaminations recensées, dont 200 cas issus de la transmission communautaire. Et puis Dakar, une bonne partie du pays sous un nuage de poussière depuis ce matin, une situation qui risque de durer jusqu'à vendredi d'après les prévisions de l'ANACIM. Attention, des particules en suspension peuvent être toxiques pour les asthmatiques ou personnes souffrant de maladies respiratoires. Les précisions du professeur Idrissa Dembaba, pneumologue à l'hôpital Albert Royer, à suivre. L'actualité nous amènera également au Côte d'Ivoire où l'alerte est lancée par le gouvernement après la découverte de l'épidémie d'Ebola dans une localité guinéenne, une localité qui partage une frontière avec l'ouest de la Côte d'Ivoire. Sud-Soie. Aïssatou Gueiba. À la présentation, Alassane Ouad assure la mise en onde de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Procédure de levée d'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. L'Assemblée nationale a posé l'acte 2 en validant la composition de la commission ad hoc. Elle a tenu une plénière qui a été boycottée par les députés de l'opposition et non alignés. La raison, le motif, la réquisition du procureur qui vise X. Selon eux, accusation rejetée par la majorité. Abdoulaye Diop était sur place. L'Assemblée nationale a validé la commission ad hoc devant statuer sur la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko, mais c'était sans l'opposition qui a boycotté la plénière. Cheikh Bamba Dièye est député. La réquisition du procureur de la République à l'endroit du juge d'instruction est très claire. Ce qui est visé là-bas, c'est un X qu'il faut aller chercher. Pour les 165 députés de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de X. Une affirmation rejetée par le député Abdoulaye Wilane de la majorité. Selon lui, ce n'est pas X, mais Ousmane Sonko qui est cité. Je répète que lever l'immunité parlementaire. Nous n'avons violé aucune loi et nous donnons la chance à Ousmane Sonko de se blanchir en levant son immunité parlementaire. Le président de l'Assemblée nous a bien dit que c'est bel et bien Ousmane Sonko qu'il s'agit et non de X. Les députés de l'opposition vont refuser qu'Ousmane Sonko réponde à la commission ad hoc, selon Aïda Mbodj, avocate du député. Ni Ousmane Sonko, ni moi n'étions pas là pour effectivement décider de l'attitude des collègues. Ces collègues vont le refuser, c'est sûr. Parce que tout simplement, à partir du moment où ce n'est pas clair, jusqu'à présent, ils n'ont pas identifié ce X-là, la première réaction des députés, de prendre les responsabilités pour dire que Ousmane Sonko ne viendra pas dans ce carnage. La commission ad hoc a jusqu'à 8 jours pour faire son rapport avant la levée ou non de l'immunité parlementaire du leader de PASTEF accusé de viol et menace de mort. Abdoulaye Diop, une plénière à l'Assemblée nationale qui était d'ailleurs sous haute surveillance policière. Toujours concernant l'affaire Sonko, le coordonnateur du parti PASTEF à Dakar et l'épouse de l'administrateur du parti en instance de déferment, ils ont été arrêtés par la police pour nécessité d'enquête. Depuis l'éclatement de cette affaire, Ousmane Sonko, plus de 30 personnes sont interpellées entre Dakar et Bignona.
Je vous le disais en titre, les premières doses du vaccin contre le Covid-19 arrivent cet après-midi à l'AIBD. 200 000 doses de vaccin contre le Covid du groupe pharmaceutique chinois Sinopharm. Le gouvernement du Sénégal a débloqué 2,2 milliards de francs CFA pour l'acquisition de ces doses qui doivent permettre aux autorités sanitaires de lancer dès la fin de ce mois la campagne de vaccination. Les personnes âgées, les personnes souffrant de comorbidité, le personnel soignants sont les cibles prioritaires. Rappelons que le Sénégal a adhéré à l'initiative COVAX visant à faciliter l'accès aux vaccins à des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Le chef de l'État, le président Macky Sall, réceptionne les vaccins aujourd'hui alors que la pandémie poursuit sa progression. 9 décès supplémentaires et 295 nouvelles contaminations, dont 200 cas issus de la transmission communautaire sont recensés ces dernières 24 heures et 4906 patients sont encore sous traitement. Le point avec le docteur Elat Mamoudounia. Sur 2192 tests réalisés, 295 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 13,46%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 95 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 200 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. 16 dans la commune de Thiès, 12 à Dakar Plateau, 9 à Kédougou, 7 à Kaolack et à Tivaouane, 6 à Diamniadio, Richard Toll, Ouakam et Parcelles Assainies, 5 à Keur Massar et à Yeumbeul, 4 à Guédiawaye, Mbour, Médina et Pikine, 3 à Amitié 2, HLM Grand Yoff, Kébémer, Liberté 6, Linguère, Mariste, Mbacké, Ouest Foire, Petit Mbao, Point E, Sacré-Cœur, Touba et Vélingara. 2 aux Almadies, Amitié 3, Birkilane, Cité Keur Gorgui, Derklé, Dieuppeul, Diofior, Foundiougne, Grand Mbao, Liberté 5, Mermoz, Passy, Pout, Rufisque, Sébikotane, Wakhinane et Ziguinchor. 1 à Ben Barak, Cité Soprim, Fann Résidence, Fass Mbao, Gibraltar, Gueule Tapée, HLM Grand Médine, Kolda, Kounoune, Liberté 3, Louga, Mamel, Matam, Mboro, Ngor, Niakhar, Nioro, Patte d'Oie, Saint-Louis, Salémata, Sicap Baobab, Sokone, Thiadiaye, Thiaroye et Yoff. 230 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 61 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 9 décès ont été enregistrés ce mardi 16 février 2021. L'état de santé des autres patients suivis est jugé stable. À ce jour, 31 771 cas ont été déclarés positifs, dont 26 095 guéris, 769 décédés, donc 4 906 patients sous traitement. La lutte contre le coronavirus à Kolda, le centre conseil ado a mis en place un dispositif communautaire composé de pères, éducateurs et clubs de jeunes filles. Ces jeunes filles font des visites à domicile pour sensibiliser sur le coronavirus après avoir été formées par les responsables du district sanitaire de Kolda. Une approche communautaire qui porte ses fruits malgré le manque de kits qui plombe les activités. Plus de détails avec Babacar Sy, le coordonnateur du centre conseil pour adolescents et jeunes de Kolda, joint par Mamdjara Da Silva. À chaque fois qu'il communique avec la personne, après il termine, il lui remet un kit de lavage de mains ou bien des masques pour toute la maison. Et chaque fois il repasse pour pouvoir contrôler. Et au niveau du quartier, lorsque vous rencontrez quelqu'un avec qui vous avez échangé, vous dites ce qu'on s'était dit, vous ne le respectez pas, et en taquinant, la personne peut facilement permettre à cette personne-là de reprendre les gestes barrières. En dehors de ça, au niveau des villages aussi, ça a permis de renforcer l'approche communautaire au niveau des villages. Parce que il y a des villages où des fois, c'est des relais qui se déplacent, ou bien des fois c'est la Croix-Rouge qui se déplace, vous venez après y retourner en ville. On a dit non, on forme les clubs de jeunes filles dans ce village-là, on les capacite, on leur donne les moyens, et c'est à eux maintenant, au jour le jour, de pouvoir faire les activités. Si vous regardez bien Kolda, au niveau de la première phase, il y a eu des cas, mais c'était pas comme dans les autres régions. Il y a eu un engouement communautaire avec l'appui des associations, l'appui des clubs de jeunes filles, l'appui des pères éducateurs, l'appui du comité départemental. À un moment donné, ce sont les jeunes même qui sont levés dans les quartiers pour dire, nous aussi on va faire comme vous, on va vous appuyer, on va collecter des masques, on va collecter des fonds et on va venir vous appuyer dans le cadre de ces activités. Ce qui a permis à la première phase, à Kolda, de ne pas être cité parmi les régions où il y avait beaucoup de cas. Il y avait des cas certes, mais il n'y avait pas assez de cas comme les autres régions.
Pour la seconde phase aussi, on a repris le même dispositif et ce qui a permis qu'on a aujourd'hui un taux assez raisonnable à Kolda où on a peut-être chaque jour ou bien chaque 2 ou 3 jours 2 cas positifs comme on vient juste de le voir. Mais la communication continue. Et maintenant, pour la deuxième phase qu'on a juste démarré, il y a World Vision avec les clubs de jeunes filles dans ces zones d'intervention, dans la zone de Saribidji, qui va reformer 40 membres de clubs de jeunes filles et qui vont faire des visites à domicile, 50 visites à domicile, dans des villages où on a ce qu'on appelle des villages qui sont plus proches de la frontière, où peut-être il peut y avoir des infiltrations de communautés et il n'y a pas assez de dispositifs. Maintenant, le goût du travail, il faut le dire, c'est des activités sur fonds propres. On a démarré pour la deuxième phase, on n'a pas reçu de fonds, on a démarré sur fonds propres. Les difficultés, c'est le manque de kits. Parce qu'au début, il y avait assez de kits, on pouvait distribuer, mais en ce moment, le peu qu'on a reçu de masques, on l'a reçu de la préfecture. Pollution dans l'air, vous l'avez certainement remarqué, Dakar sous un nuage de poussière depuis ce matin. Cette dégradation de la qualité de l'air peut occasionner des dégâts sur le plan sanitaire. Des personnes rencontrées dans les rues de Dakar se disent inquiètes, alertent et formulent des recommandations. Babacar Samb reportage. La capitale sénégalaise, Dakar, s'est réveillée ce matin sous un nuage de poussière. Cette forte concentration de particules dans l'air inquiète. Je ne sais pas en tout cas. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se pose la même question. Pollution qui accentue les risques pour la santé et rebonjour les problèmes respiratoires. Surtout pour ceux qui ont l'asthme, les problèmes de bronchite, là ça peut leur causer des dégâts. Parce que ce n'est pas compatible avec leur santé. Bien évidemment des dégâts parce que déjà la poussière là, quand tu aspires la poussière, ça te crée en fait les problèmes au niveau du poumon. Vous allez vous présenter? C'est Belle Milandou. Madame Cissé. Conscient des dégâts que peuvent occasionner cette situation, nos interlocuteurs alertent. Évitons de s'exposer, portons les masques, entre autres recommandations. Portez les masques, c'est la seule solution. Donc, de ne pas négliger le port du masque parce que... Donc, c'est une occasion. Bon, c'est pas... En fait, déjà, on a un souci sanitaire. Donc, il y a déjà la Covid qui est là. Et donc, la Covid, déjà, nous devons mettre le masque. Et là aussi, il y a des gens, hormis les instructions de l'État, il y a des gens qui ne portent pas le masque. Donc, pour aujourd'hui, vraiment... j'exhorte aux gens de mettre les masques, sur la poussière rend malade. Et éviter de sortir si on n'a rien à faire dehors, bien sûr. Oui, surtout les enfants. Face à cette dégradation de la qualité de l'air, la visibilité est alors mauvaise, la circulation impactée. Alors, vigilance absolue. Babacar Samb, un changement climatique qui s'explique parfaitement. Selon l'ANACIM, la poussière en provenance de la Mauritanie, de l'Algérie et du Mali couvre une bonne partie du pays. Cette poussière due à un renforcement des vents au sol au niveau du désert va se poursuivre jusqu'à vendredi. Écoutons Abdoulaye Diouf, ingénieur prévisionniste météo à l'ANACIM avec Josette Kadi. Ce matin, on a constaté beaucoup de poussière sur une bonne partie du territoire, notamment sur la côte. Cette poussière est beaucoup plus dense sur l'axe Dakar-Saint-Louis allant vers Thiès et Podor. Cette poussière est due à un renforcement des vents au sol au niveau du désert, notamment vers nord Mauritanie et Mali, ainsi que sur le sud de l'Algérie. Donc c'est ce renforcement de vent au sol qui a entraîné un soulèvement de la poussière qui est par la suite transporté et par les vents à 600 mètres jusqu'à ce que ça atteigne notre territoire. Bon, donc en ce qui concerne les prévisions, donc nous attendons à une persistance de cette poussière pour la journée d'aujourd'hui, demain. Donc c'est à partir du vendredi que normalement cette poussière devrait s'évacuer lentement. Donc les visibilités commenceront à être bonnes à partir du vendredi. Et face à cette attention, trop de particules en suspension dans l'air risquent d'être toxiques pour les sujets asthmatiques ou souffrant de maladies respiratoires chroniques ou d'allergies. Les enfants et les sujets âgés, les personnes souffrant de cardiopathie ou de maladies chroniques doivent se mettre à l'abri. La vague de poussière en cours peut causer des bronchites, rhinites et infections pulmonaires, alerte le professeur Idrissa Dambaba. Beaucoup d'enfants en exacerbation ou crise d'asthme sont reçus en consultation à Albert Royer ces 2 derniers
derniers jours et plus particulièrement aujourd'hui du fait de la pollution de l'air noté. Le professeur Idrissa Dambaba est pneumologue ou pneumopédiatre allergologue à l'hôpital d'enfants Albert Royer. Il est interrogé par Marie-Rosa Lignet. Cette poussière contient des particules fines, notamment les PM10 et les PM2,5, qui sont vraiment très toxiques, qui peuvent entraîner vraiment des crises d'asthme, surtout sur les sujets qui souffrent d'asthme, de maladies respiratoires chroniques telles que les BPCO, des sujets qui ont des problèmes d'allergie, et même les jeunes enfants. Donc vraiment, ce sont des sujets fragiles et ils sont à risque de faire des crises d'asthme, de faire des bronchites, des rhinites, mais également ça peut aboutir même à des infections pulmonaires telles que la pneumonie. Et ça, nous le constatons vraiment dans nos consultations depuis ces 2 jours. Et particulièrement aujourd'hui, nous recevons beaucoup d'enfants qui viennent en exacerbation aux crises d'asthme. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de rester dehors, donc sortir sans protection, sans masque. La deuxième chose aussi, c'est que protéger les aliments, ne pas manger dehors, en tout cas bien couvrir les aliments. Ce qu'il faut également, et qu'on sait également, il y a des effets sur les maladies allergiques. Et même les patients qui souffrent de cardiopathie ou de maladies chroniques doivent vraiment se mettre à l'abri de ce phénomène qui est naturel, qui est lié à du vent provenant du désert du Sahara, mélangé à de la poussière. Professeur Idrissa Dambaba qui sera d'ailleurs notre invité tout à l'heure. Et puis, c'est parti pour 40 jours de privation. La communauté chrétienne démarre le carême ce mercredi avec la réception des cendres, d'où l'appel à un retour à Dieu maintenant et en toutes circonstances. À la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff, les fidèles dévoués disent leur satisfaction de vivre un carême différent du précédent. Reportage Josette Kali. Jeûner, prier et donner aux autres dans le secret, telle est l'exhortation de Abbé Jacob André Ndiaye. Le vicaire à la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff appelle les fidèles à un retour vers Dieu maintenant à travers ces 40 jours et même au-delà du carême. J'aimerais insister sur le terme maintenant. Donc c'est maintenant que sonne le retour au Seigneur. Et nous prions que chaque jour de ces 40 jours soit en maintenant pour que nous allions au Seigneur. Et Jésus-Christ dans l'Évangile nous donne 3 moyens de réconciliation au monde. Donner sans en parler, prier dans l'intimité avec le Seigneur, jeûner et faire son travail dans la société avec joie. Au sortir de la célébration, Maman Christine exprime sa joie de pouvoir vivre le carême différemment comparé à l'an passé. Nous sommes vraiment contents de pouvoir revenir dans cette église pour commencer notre carême. On se disait peut-être qu'on n'allait même pas venir à l'église, mais Dieu a fait que les églises ont réouvert le port, ce qui s'est passé l'année dernière. Avec les cendres bien visibles sur leur tête et chapelet en main, ces fidèles comptent se conformer aux directives pour un bon carême. L'homélie m'a beaucoup plu, parce que ça incite aux catholiques à venir prier, à s'approcher du cœur de Jésus pour le carême et pour tous les biens qu'on doit y recevoir. Pas moi seul, mais avec toute ma famille. De marcher dans la foi, d'être toujours vigilant. Après l'église, Maman Christine va poursuivre son recueillement à la maison pour respecter la journée de prière initiée par les évêques qu'elle a d'ailleurs démarré depuis l'aube. Pour ma famille et moi, nous allons prier ensemble. Même ceux qui sont partis au travail, au retour, tout le monde va se réunir. On va faire cette prière afin que Dieu éradique cette maladie à jamais. On a débuté à prier à 5 heures du matin. On va continuer à prier jusqu'au soir, jusqu'à 20 heures, pour respecter les évêques, ce qu'ils ont dit. Avec la réception des cendres à la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff, les fidèles démarrent ainsi, à l'instar des autres du monde entier, le carême, 40 jours de privation, de prière et de pénitence. Josette Kali visite des ouvrages, réalisation de l'Office national de l'assainissement au NAS. Le directeur général sur le terrain pour constater l'état d'avancement des travaux. Elhadj Moussatiam, compte rendu. Les travaux de réhabilitation de la steppe de Cambérène pour l'augmentation de la capacité de traitement avancent à 80%. La capacité de traitement doit quitter 20 000 m3 jour pour atteindre les 90 000 m3 jour, selon le directeur général de l'ONAS, Ababacar Mbaye. Et en extension, qui doit partir d'un débit de traitement de 20 000 m3 par jour à 90 000 m3 par jour. Et beaucoup, tout simplement, donc d'eau usée, pratiquement, quitte Dakar, par même Pékin et Guédiouaï, pour aller au niveau de la station d'épuration. Alors, nous sommes à 80%
90% pour le génie civil. À l'unité 15 des parcelles assainies, un bas-fond où toutes les eaux usées et pluviales convergent à la station de pompage avant de créer des désagréments pour les riverains. Moussassi, maire de la commune, plaide pour un drainage des eaux vers la mer. La dernière pluie, c'est du 5 septembre. Ce mur-là, pendant 3 heures de temps, on ne l'apercevait plus. Voyez-vous, donc s'il n'y avait pas ici l'école, toutes ces maisons étaient perdues. Donc il y a urgence aujourd'hui à trouver une solution. Comment on va faire pour drainer les eaux vers la mer? Nous avons déjà fait des tranchées. Au niveau de l'émissaire en mer, au croisement Casby, 2,5 km de canaux sur les 5 km sont déjà posés. Ici, la perturbation est notée avec les travaux du BRT. Bon, avec le projet BRT, dans leur implantation, ils nous ont donné des contraintes. Donc ces contraintes, c'est lié à la planimétrie, c'est-à-dire qu'ils nous demandent d'être sur le trottoir au maximum, éviter le couloir BRT. En plus de ça, normalement, il y a des réseaux, beaucoup de réseaux qui doivent être déviés en même temps. On était bloqués, on était obligés de faire nous-mêmes les travaux de déviation pour avancer. À la cité Djunkob et Medina Gounass, c'est le problème des branchements clandestins qui plombe l'exploitation des stations de pompage. Sam Notaire, de l'unité 15. Alors à ce niveau-là, nous avons une station de pompage qui est là-bas, mais malheureusement qui est impactée par des branchements clandestins. Et aussi des dépotoirs et aussi des déchets solides qui parviennent au niveau de cette station de pompage. Donc c'est une problématique. La station de pompage de Pikine-Dominique, des établissements scolaires sont érigés sur la conduite, causant des refoulements dans l'enceinte de ces établissements. Banlieue dakaroise, Elhadj Moussa Thiam, Radio Sud FM. Elhadj Moussa Thiam et le directeur général de l'ONAS veulent une convention avec les collectivités territoriales pour une gestion efficace des ouvrages. Dr Ababakar Mbaye, directeur général de l'ONAS, est avec Elhadj Moussa Thiam. Il y a beaucoup de stations qui nécessitent tout simplement d'être réhabilitées. On a beaucoup fait d'investissements en matière d'assainissement. Mais si on parle d'investissement, de l'autre côté aussi, il faut prendre en compte l'exploitation. L'exploitation coûte cher et vraiment c'est une problématique au niveau de l'Office national du Sénégal. Donc c'est pourquoi à ce niveau-là, il faut que, évidemment, l'État nous accompagne par rapport tout simplement à des subventions, mais aussi d'autres ressources pour nous accompagner. Et maintenant, la collaboration avec les communautés territoriales, avec les communes, c'est un partenariat qui doit être réel. Donc on va évidemment dans de brefs délais essayer de rencontrer donc l'ensemble tout simplement des collectivités territoriales à travers l'association des maires pour vraiment avoir une séance de travail, un atelier même, de voir comment pérenniser tout simplement, développer ce partenariat-là à travers tout simplement des protocoles d'accord qu'on aura à signer. Qu'il y ait des engagements, parce que l'État ne peut pas être seul. Les collectivités territoriales, c'est des démembrements de l'État. Donc, le glacement n'est pas transféré. Mais on peut parler tout simplement de compétences partagées. Donc cela veut dire qu'il faut que ces collectivités locales-là sentent une responsabilité, un engagement de prendre tout simplement une partie tout simplement de leur budget, même si c'est peu, donc participer tout simplement à ce développement, surtout dans le cadre de l'exploitation. Ces directions techniques-là auront la possibilité de diriger avec nous avec des plans d'action. Parce que nous avons en fait le problème de connexion anarchique, mais nous avons aussi le problème de gestion des déchets. Sud International. Direction la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est sous la menace de la maladie à virus Ebola après la découverte du virus dans une localité guinéenne qui partage une frontière avec l'ouest de la Côte d'Ivoire. Face donc à cette autre menace sanitaire, le gouvernement ivoirien a pris des dispositions afin d'empêcher l'entrée du virus sur son sol. On retrouve à Abidjan notre correspondant Justin Assalé. La situation sanitaire en Côte d'Ivoire est de plus en plus préoccupante, non seulement en raison de la Covid-19, dont elle enregistre à la date du mardi 16 février 2021 31 365 cas confirmés, dont 179 décès, mais aussi de la présence du virus Ebola à sa frontière ouest. Face donc à la menace du virus Ebola qui sévit dans la Guinée voisine, le gouvernement ivoirien, dans une déclaration, voudrait rassurer la population, et je cite, qu'aucun cas d'Ebola n'a été déclaré en Côte d'Ivoire. Fin des citations. Cependant, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique ivoirien, Eugène Aka-Awele, fait savoir que le dispositif actuel de lutte contre la Covid-19 demeure et restera opérationnel dans la lutte contre la maladie à virus Ebola sous la coordination du comité technique de veille. Pour réduire ce risque de propagation transfrontalière de la maladie à virus Ebola, plusieurs mesures ont donc été arrêtées par le gouvernement, au nombre desquelles la réactivation du centre des opérations d'urgence en santé publique en mode lutte contre Ebola avec la désignation d'un gestionnaire d'incidents.
Le gouvernement qui rappelle que certaines mesures sont déjà en vigueur dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et en appelle donc au strict respect de toutes ces mesures et à la responsabilité individuelle et collective afin d'être épargné de la maladie à virus Ebola. Rappelons que l'épidémie du virus Ebola en Afrique de l'Ouest a tué 11 310 personnes en 2016 en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Aucun cas n'avait été enregistré en Côte d'Ivoire. Justin Assalé, Abidjan pour Sud FM. Merci à vous, Justin Assalé, direction le Nigeria. 42 personnes ont été enlevées après l'attaque d'un pensionnat du centre-ouest du pays. Des hommes armés ont enlevé une quarantaine de personnes dans une école de l'État du Niger dans la nuit de mardi à mercredi. Selon un responsable local, des militaires avec un soutien aérien sont à la recherche des ravisseurs et de leurs otages en vue d'une éventuelle opération de sauvetage. Un peu de sport avant de boucler ce journal. Ligue des champions, 8e de finale aller. Le FC Porto de Pepe reçoit la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo. Les retrouvailles d'une bonne vieille amitié entre Chris et Pepe, partenaires en équipe nationale portugaise et pendant 8 ans au Real de Madrid. FC Porto contre Juventus, un match très tendu avec beaucoup d'engagement, attend les passionnés du foot ce soir. Analyse du coach de l'équipe nationale de mini-foot, cher Sidiba, avec Codine Mikil. C'est un 8e de finale. On sait que les matchs à élimination directe sont toujours difficiles à jouer, mais connaissant la valeur des deux équipes, je pense que la Juventus est légèrement favori pour cette double confrontation. Mais attention au FC Porto qui a l'habitude de faire de gros matchs, de sortir de gros matchs et de réaliser des exploits. Ils reçoivent aujourd'hui à Porto. Et je pense qu'ils vont essayer de tout faire pour sortir de ce match victorieux. Mais la Juventus a d'autres ambitions. La Juventus a l'ambition de gagner la Ligue des Champions. C'est pour cela qu'ils ont recruté de grands joueurs. Et avec la présence de Ronaldo qui aujourd'hui fait son retour au Portugal, va jouer contre l'FC Porto, va jouer contre son ancien coéquipier Pepe. Et donc ça va être un match très tendu, un match disputé. FC Porto Juventus, ça sera à 20h. Au même moment, les Espagnols de Séville accueillent les Allemands de Dortmund. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit du professeur Idriss Dambaba. Le professeur revient sur les gestes de prévention et de secours en crise chez les personnes exposées face à cette vague de poussière en cours susceptible de causer des crises d'asthme et autres pathologies comme les bronchites, les rhinites et affections pulmonaires. Il répond aux questions de Marie-Rosalie Ndiaye. Bonjour professeur Idrissaba. Bonjour Rosalie. Vous êtes pneumopédiatre, allergologue à l'hôpital d'enfants Albert Royer. Professeur, on s'est réveillé ce matin avec une vague de poussière. La qualité de l'air laisse à désirer. Est-ce que les personnes asthmatiques et celles qui souffrent d'autres affections respiratoires sont exposées? Merci pour votre question d'actualité. Effectivement, nous sommes réveillés avec une vague de poussière qui a commencé depuis 2-3 jours, qui s'est accentuée aujourd'hui. Et ce qui a diminué la qualité de l'air qui est devenue beaucoup plus médiocre, avec plein de particules en suspension. Et il faut noter que, comme vous l'avez si bien dit, donc cette poussière contient des particules fines, notamment les PM10 et les PM2,5, qui sont vraiment très toxiques, qui peuvent entraîner vraiment des crises d'asthme, surtout sur les sujets qui souffrent d'asthme, de maladies respiratoires connues telles que les BPCO, les sujets qui ont des problèmes d'allergie, et même les jeunes enfants. Donc vraiment, ce sont des sujets fragiles et ils sont à risque de faire des crises d'asthme, de faire des bronchites, des rhinites, mais également ça peut aboutir même à des infections pulmonaires telles que la pneumonie. Et ça, nous le constatons vraiment dans nos consultations depuis ces 2 jours. Et particulièrement aujourd'hui, nous recevons beaucoup d'enfants qui viennent en exacerbation ou crise d'asthme. Et dans ces cas-là, professeur, quels doivent être les gestes de prévention pour éviter d'éventuelles crises? Les gestes de prévention, c'est surtout suivre la météo. Donc, quand il y a des alertes au niveau de la météo, de l'ANSSI, il faut prendre toutes les dispositions. Donc, porter des masques. Donc, vous voyez, ce port de masque ne sert pas seulement à prévenir la Covid, ça peut servir également à protéger les voies respiratoires, donc le nez et tout le reste. En plus de ça, d'éviter des activités hors de la maison, c'est-à-dire en plein air,
éviter de faire du sport, éviter que les enfants jouent dehors, éviter de s'exposer à cette poussière. En plus de cela, on leur demande de porter des habits qui sont beaucoup plus lourds, parce que vous voyez, c'est accompagné de vent, c'est accompagné également un peu de fraîcheur. Tout ça, ce sont des conditions réunies pour entraîner une infection respiratoire ou une crise d'asthme. En plus de ça, ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de sortir, de mettre des lunettes de protection, de protéger les masques, de mettre des masques, se couvrir la tête. Et les enfants à l'école, on les demande pendant les récréations de rester à l'intérieur des salles de classe, ou en tout cas de rester dans des endroits un peu fermés. Et surtout protéger également les aliments et bien se laver les mains. Donc vraiment ces mesures préventives sur lesquelles nous insistons pendant ces périodes de changement de climat. Et en cas de crise, que faut-il faire, professeur Ba? Pour les patients qui ont des crises d'asthme, la pompe de secours, c'est la pompe bleue, donc le salbutamol, connu sous le nom de ventoline. Donc on leur demande de prendre leur chambre d'inhalation, leur pompe, en utilisant la chambre d'inhalation, donc faire profiter à répéter 3-4 fois par jour. Et éventuellement aussi en cas de persistance après le traitement. Et souvent on peut associer des corticoïdes par voie générale et surtout continuer le traitement de fond. C'est vraiment la période où tout sujet asthmatique doit prendre son traitement de fond, que ce soit les pompes orange ou en discussion, communément fluoxétide, sérétide ou le Sembico ou le Fluticort. C'est vraiment ces moments difficiles qu'il faudrait vraiment adhérer au traitement de fond pour éviter vraiment de faire des crises. Et en cas de crise sévère, il faut aller consulter ou appeler, en tout cas au niveau appeler son médecin traitant ou aller dans une structure hospitalière la plus proche. Dans cette situation de pollution de l'air, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de rester dehors, donc sortir sans protection, sans masque, sans porter sans bien se couvrir, parce que je rappelle que cette poussière passe à travers le nez, va jusqu'au niveau des voies respiratoires qui sont distales et entraîne une inflammation. Donc si on s'expose dehors, si on joue dehors, si on laisse les enfants dehors, même les personnes âgées, il faut faire des crises d'asthme ou des bronchites. La deuxième chose aussi, c'est que protéger les aliments, ne pas manger dehors, en tout cas bien couvrir les aliments, parce que cette poussière peut polluer, rendre les aliments ou l'eau impropre à la consommation. Ce qu'il faut également, et qu'on sait également, il y a des effets sur les maladies allergiques, et même les patients qui souffrent de cardiopathie ou de maladies chroniques doivent vraiment se mettre à l'abri de ce phénomène qui est naturel, qui est lié à du vent provenant du désert du Sahara, mélangé à de la poussière. Et souvent, pendant quelques jours, normalement, la température devrait revenir à normal. C'est surtout écouter la météo, suivre la météo pour prendre les dispositions avant de faire certaines activités dehors. Professeur Idrissa Dembaba, je vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes pneumopédiatre, allergologue à l'hôpital d'enfants Albert Royer. Merci à vous, Marie-Rosaline Dia, 18h32 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Et nous accueillons la page économie avec Rapsel Emmanuel. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour. Ce mercredi, nous nous intéressons aux obligations d'un montant de 3 768 milliards de francs CFA lancés par l'UMOA à titre pour relancer les économies. La synthèse du communiqué de l'agence UMOA à titre, c'est avec Josette Kali. L'agence UMOA à titre annonce avoir décidé de lancer avec la collaboration de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest des obligations de relance ODR 2021, un ensemble de nouveaux instruments de financement d'un montant de 3 768 milliards de francs CFA selon l'APS qui a parcouru le communiqué, s'appuyant sur le guichet de la relance mis en place par la BCEAO pour accompagner les États de la zone. Ces instruments sont structurés par l'agence UMOA titre dans le but de permettre aux États membres de l'UMOA de financer leur plan de relance économique massif à la suite de la pandémie de la COVID-19. Les ODR 2021 sont des obligations assimilables du Trésor avec des maturités
maturité de 3 ans, 5 ans, 12 ans, voire plus émise en 2021 par voie d'adjudication ouverte avec le concours d'UMOA titres. Ces titres sont dématérialisés et sont tenus en compte courant dans des livres de la BCEAO et bénéficient d'avantages spécifiques pour les investisseurs. Dans ce guichet, les investisseurs pourront mobiliser de la liquidité au taux minimum de soumise au guichet de la BCEAO, actuellement à 2% pour une durée de 6 mois renouvelable. Ces opérations organisées par UMOA titres à partir du 15 février vont s'effectuer à l'aide de l'application Sagatil UMOA selon l'agence de presse sénégalaise. Ces ODR garantissent une exécution rapide des adjudications dans des conditions de transparence et de comparaison identiques aux standards internationaux. Merci à Josette Kali qui revenait sur le communiqué de l'agence UMOA titres qui annonce avoir lancé des obligations d'un montant de 3 768 milliards de francs CFA. Pour rappel, une action est un titre de propriété et une obligation un titre de créance. En achetant une obligation, vous avez tout simplement prêté de l'argent en échange d'une rémunération connue dès le départ. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Aïssatou Gueye-Ba. Voilà, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Procédure de levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. L'Assemblée nationale installe dans la division la commission ad hoc devant entendre le député Ousmane Sonko dans la procédure visant à lever son immunité parlementaire. Les députés de l'opposition et les non-alignés ont boycotté la plénière. L'Assemblée nationale était sous haute surveillance policière. Vous avez suivi le compte rendu de Abdoulaye Diop dans ce journal. Et puis, les premières doses de vaccins arrivent à l'AIBD. 200 000 doses de vaccins contre le Covid du groupe pharmaceutique chinois Sinopharm. Les personnes âgées, celles souffrant de comorbidité, le personnel soignant sont les cibles prioritaires. 2,2 milliards de francs CFA débloqués par le gouvernement du Sénégal pour l'acquisition de ces doses. Une urgence face à la progression de la maladie. 9 décès et 295 nouvelles contaminations recensées, dont 200 cas issus de la transmission communautaire. Et puis Dakar, une bonne partie du pays sous un nuage de poussière depuis ce matin. Une situation qui risque de durer jusqu'à vendredi d'après les prévisions de la NACIM. Mais prudence, des particules en suspension peuvent être toxiques pour les asthmatiques ou personnes souffrant de maladies respiratoires. Vous avez suivi les précisions du docteur Idrissa Dambaba, pneumologue à l'hôpital d'enfants Albert Royer. L'actualité nous a également amené en Côte d'Ivoire. Après, le gouvernement a lancé l'alerte après la découverte de l'épidémie d'Ebola dans une localité guinéenne, une localité qui partage une frontière avec l'ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Alassane Ouad qui en a assuré la mise en onde. Retrouvez Adama Dione à 21h pour le prochain bulletin d'information en Wolof, bien entendu.